Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Des hauts et des bas. Communication, culture, médias et TIC Société. Dirigé par Pascal Lardelier, professeur à l'Université de Bourgogne-Dijon, directeur éditorial et scientifique, groupe IGS, Paris. Cette collection accueille des essais consacrés à des sujets de société et à des thèmes d'actualité faisant débat. Les ouvrages publiés par la collection sont écrits d'une plume engagée, mais toujours argumentée. Il s'agit de pourvoir la communauté académique et la société civile en éléments de réflexion exigeants sur des sujets faisant débat, et parfois polémiques, pour poser un regard critique et rigoureux sur un monde en métamorphose. Les institutions, les médias, les TIC, la culture et les grands systèmes idéologiques sont passés au crible des titres de Des hauts et des bas. Pour toute information, pascal.lardelier@u-bourgogne.fr. Dernière parution. Carmen Andrei, Réflexions sur l'identité, la culture et la littérature belge, 2022. Alain Kiyindou, Étienne Damom et Noble Akam-Dir, Intelligence artificielle, 2022. Anne Parisot-Dir, Les confréries, identité et discours. Patrimoine immatériel entre terroir et territoire, 2021. Richard Delahaye-Habermacher, Yvan Règle et Pascal Lardelier, Dire, Le respect. Du respectable au respecté, à l'ère des interdits et de la transgression, 2020. Yvan Règle, L'identité, cette ombre qui nous éclaire. Méditation sur le pouvoir, la mémoire et l'histoire, 2020. Kathleen Tamizier, La famille en révolution. Sexe, amour et déception, 2020. Dédicace. À ce premier sourire du ciel. Remerciements. Ce texte est un extrait de ma thèse de doctorat, Les mobilisations collectives en Corse et en Méditerranée. Anciennes et nouvelles formes d'engagement, en sciences de l'information et de la communication et en co-tutelle internationale anciennes et politiques. Ainsi, j'adresse toute ma reconnaissance à mes directrices de thèse, les professeurs Françoise Albertini et Roberta Bracciale, les membres de mon jury, le professeur Pascal Lardelier pour l'avoir présidé, le professeur Andrea Borghini, la professeure Giovanna Gianturco, le professeur Antoine-Marie Graziani, la professeure Patrizia Lodati et le docteur Gerardo Pastore. Je remercie également Gérard Koch et Christian Buffa, auxquels je dois les merveilleuses photographies de cet ouvrage. Je tiens enfin à exprimer ma gratitude au laboratoire UMR 6240 LISA, à l'Università di Corsica, à l'Università di Pisa et à l'Institut national de l'audiovisuel, délégation Méditerranée. Copyright Jeanne Ferrari Giovannangeli. À cette heure où chacun d'entre nous doit tendre l'arc pour refaire ses preuves, conquérir dans et contre l'histoire ce qu'il possède déjà, la maigre moisson de ses champs, le bref amour de cette terre, à l'heure où naît enfin un homme, il faut laisser l'époque et ses fureurs adolescents. L'arc se tord, le bois crie. Au sommet de la plus haute tension va jaillir l'élan d'une droite flèche, du trait le plus dur et le plus libre. Camus, A. 1951. L'homme révolté. Gallimard. Page 382. Copyright Gérard Koch. Avant-propos. En tant que chercheur originaire du terrain étudié, la posture privilégiée dans cet ouvrage est celle de l'insider en écho aux travaux de Howard S. Baker qui entend par outsider l'individu considéré comme étranger au groupe, c'est-à-dire celui qui est supposé avoir transgressé une norme en vigueur, et qui est donc perçu comme un type particulier d'individu, auquel on ne peut faire confiance pour vivre selon les normes sur lesquelles s'accorde le groupe. La réflexion portée sur le choix de mon terrain de recherche qui est également mon lieu de vie, rouvre inéluctablement un vieux débat des sciences sociales qui oppose les adeptes des terrains d'études lointains aux chercheurs privilégiant désormais les terrains endogènes. L'enjeu est d'autant plus important que les phénomènes étudiés sont ceux appartenant à des temps forts étant certes passés, mais qui demeurent parfois brûlants. Néanmoins, c'est en interrogeant notre regard que l'on pose sur l'objet que nous parvenons à la formalisation d'une pensée réflexive. Comme le souligne Pierre Bourdieu, le fait d'être natif exige une juste pondération des choses. Si certains des phénomènes étudiés dans le prochain chapitre ne citent pas nominativement la Corse, elles demeurent sous-jacentes. Ainsi, leur contexte d'écriture s'inscrit dans mon quotidien.
Par des retours d'expériences de manifestations et de meetings organisés entre 2012 et 2021 sur l'île auxquels j'ai participé, j'ai pu me saisir des processus à l'œuvre au sein de mobilisations collectives. L'approche privilégiée propose alors de considérer toute la singularité de ma posture, celle où le chercheur devient l'instrument de la recherche. Si l'orientation de cette dernière est préalablement déterminée par nos représentations du sujet comme le suggère H.S. Baker, il convient d'apprendre à se connaître, à obtenir d'un soi, qui se révèle comme autre au moi qui l'utilise, une évaluation qui deviendra partie intégrante de l'observation d'autres soi. En étant une insider, j'accède à ces codes implicites d'une culture qui est la mienne, une culture qui est tout ce qu'il faut savoir pour être membre. À cette difficulté s'est mêlée celle de l'écriture, de la formulation, de la réflexion mise sur papier qui tente de naître. Conjointement, il semble important de considérer cette distance au rôle compte tenu du support par lequel l'objet de recherche est aussi étudié. Des micro-mobilisations collectives présentées au sein d'archives audiovisuelles figurant alors comme les répliques de répliques. La reproduction technique produit un nombre croissant de copies du document original, et donc à une dévaluation du hic et du nunc, au déclin de l'aura. En étant modifiables à tout moment, les archives audiovisuelles publiques d'une plateforme numérique sont dans un état de mutabilité perpétuelle et se caractérisent par une éternelle instabilité. Aussi, le point de vue de ces documents est celui de l'état. Et l'image constitue une force motrice du passage de l'histoire. Comme l'écrit Georges Ballandier dans Le pouvoir sur scène. Tantôt le passé collectif, élaboré en une tradition, en une coutume, devient la source de la légitimation. Il est une réserve d'images, de symboles, de modèles d'action. Il permet d'employer une histoire idéalisée, construite et reconstruite selon les nécessités au service du pouvoir présent. Ce dernier gère et armure ses privilèges par la mise en scène d'un héritage. Puisque nous n'avons pas participé aux premières phases d'élaboration du projet de recherche médias et mobilisation en Corse de 1945 à nos jours, il convient dans un premier de s'interroger sur ce que sont plus formellement d'archives. L'étymologie grecque, arche, arché, convie à la fois l'idée de commencement, d'origine, de commandement, d'autorité et des archéion, archaïon, le lieu où l'ordre est donné, la résidence des magistrats et celle des archontes. Jacques Derrida avance que l'archive est institutrice et conservatrice. Révolutionnaire et traditionnelle, puisqu'elle préserve, mais d'une manière qui n'est pas naturelle, ce qu'il perçoit comme une forme de violence. L'imprimerie invite à constituer une réflexion sur l'archive et son besoin d'un lieu externe, ce qu'il renvoie au concept de pulsion de mort de Sigmund Freud, la pulsion d'autodestruction visant à ramener la nature à l'état antérieur à la naissance. S'il n'y a pas d'archive sans consignation en quelque lieu extérieur qui assure la possibilité de la mémorisation, de la répétition, de la reproduction ou de la réimpression, alors rappelons-nous aussi que la répétition même, la logique de répétition reste, selon Freud, indissociable de la pulsion de mort. C'est donc cette pulsion de mort qui incite les individus à commettre un acte de destruction, donnant alors de l'impulsion à l'archivage. Chaque archive existe dans l'anticipation même du futur. J. Derrida s'interroge sur la relation entre l'archive et le futur. La question de l'archive n'est pas, répétons-le, une question du passé. C'est une question d'avenir, la question de l'avenir même, la question d'une réponse, d'une promesse et d'une responsabilité pour demain. Cette relation est fondamentale puisqu'il est impossible de connaître son effet ou son importance, tant que le futur ne devient pas le présent. Tout comme l'expérience, l'archive suppose qu'il y ait trace. Il n'y a pas d'archive sans trace, mais toute trace n'est pas une archive dans la mesure où l'archive suppose non seulement une trace, mais que la trace soit appropriée, contrôlée, organisée, politiquement sous contrôle. Il n'y a pas d'archive sans pouvoir politique. Et retrouver cette trace permet de revenir à l'origine de l'archive, mais qui demeure impossible. De même que la question d'archive est une question politique, l'archivage est un geste de pouvoir que l'on retrouve avec la définition du mot archéion, ce lieu où les documents étaient rassemblés, classés, protégés et rendus disponibles. Tout cela suppose un certain nombre d'opérations de pouvoir, suppose de la hiérarchie, de l'hégémonie. Il y a là, comme nous le retrouvons toujours aujourd'hui, une forme de contrôle par la personne qui gère l'archive et qui décide de ce qu'elle adviendra, ou non. Mais sans cette organisation étatique, l'archive n'existe pas.
Elle commence par la destruction qui se manifeste sous la forme d'une sélection et qui constitue un acte de violence. Là où la trace s'organise, se sélectionne, ce qui suppose que la trace est toujours finie. Et une trace est finie quand elle peut s'effacer. L'individu, par sa sélection dans le travail d'archivage, sera toujours au sein d'un processus d'évaluation et c'est cette évaluation des traces, avec autorité et compétence, avec une autorité et une compétence supposées qui distinguent l'archive de la trace. De ce fait, la pulsion de l'archive revient pour Jacques Derrida à brûler d'une passion. N'avoir de cesse, interminablement, de chercher l'archive là où elle se dérobe. Courir après elle là où, même s'il y en a trop, quelque chose en elle s'anarchive. Se porter vers elle d'un désir compulsif, répétitif et nostalgique, un désir irrépressible de retour au lieu le plus archaïque du commencement absolu. Il est donc impossible de savoir ce qui a été laissé de côté dans l'archive, quels secrets du passé sont encore inconnus, car de ces secrets, il ne peut pas y avoir d'archive par définition. Le secret, c'est la cendre même de l'archive, le lieu où il n'y a même plus de sens à dire la cendre même ou à même la cendre. Néanmoins, la technologie provoque une modification de l'archive, car la façon dont elle existe est déterminée par des contenus archivables, indépendamment de la façon dont la technologie permet aux archives d'exister, ce qui amène à les concevoir d'une toute autre manière. Par sa proposition de conceptualiser le terme d'archive dans sa forme au singulier, Michel Foucault a ouvert la voie à de nombreux travaux internationaux, plaçant dès lors sa pensée comme un incontournable détour à emprunter. Bien qu'employé sous une seule dénomination, il propose trois sens de l'archive dans l'ensemble de son œuvre. 1. L'archive comme outil d'analyse du discours dans une perspective d'étude de la transformation historique de la connaissance et de ses formes. 2. L'archive comme concept empirique, entendu comme une collection de documents ainsi qu'un instrument de pouvoir et de connaissance. Et 3. L'archive comme un lieu d'hétérotopie permettant une expérience esthétique avec le passé. Depuis une vingtaine d'années, nous assistons à l'essor des concepts d'archives et d'archives au sein des recherches en sciences humaines et sociales, mais aussi des arts, apparaissant à un moment où nous tentons de questionner et de redéfinir nos rapports au temps, à l'espace, aux autres et à la propriété. Mais les questions de l'accessibilité au public, de proximité et d'immédiateté ne sont pas aussi récentes que l'on peut penser. Car, même si elles sont aujourd'hui au centre des principaux enjeux, des politiques institutionnelles et privées en matière de patrimoine, nous les retrouvions d'ores et déjà il y a près d'un siècle au sujet des œuvres d'art. À l'instar de Matteo Treleani, nous voyons dans les écrits de Walter Benjamin un éclairage particulièrement pertinent. Il indique que les masses veulent rendre les choses spatialement et humainement plus proches de soi. En conséquence, ils se trouvent sensibles aux problèmes sociétaux et même politiques. Le paradoxe est qu'à la différence des autres membres de l'école de Francfort, il ne traite pas de l'industrie culturelle, mais cependant, plus qu'eux, il fournit les clés d'une approche argumentée avec sa proposition centrale autour du thème de la reproductibilité. L'intérêt que nous portons aux archives audiovisuelles ne peut faire abstraction des phénomènes sociétaux actuels, se situant eux-mêmes dans de continuelles mutations où les contenus culturels circulent, et où l'accessibilité immédiate à distance marque ce milieu médiatique en évolution. Nous ne pourrions réfléchir à leur rôle et leur fonction, sans admettre qu'elles peuvent être parfois considérées comme des produits répondant à des besoins insatiables de divertissement. Marchandisation de la culture, source de profit, autant d'attributs caractéristiques de cette industrie culturelle, culture-industrie, décrite par Theodor W. Adorno et Max Horkheimer. Dans cet âge de l'accès, selon l'expression de Jeremy Rifkin, l'accès à la culture est marchandisé. Les réseaux ont pris le pas sur le marché, l'accès sur l'acquisition. Société du leasing et des gatekeepers, le système est empreint d'un capitalisme culturel. Comme l'indique Bernard Miège, précurseur de la théorie des industries culturelles en France, nous nous situons au sein d'une course engagée en direction de la dématérialisation des supports, où la numérisation, en permettant la virtualisation de l'information, conduit non seulement à une mutation des conditions de production, de conservation, de traitement et de transmission des documents, pouvant conduire à leur dissolution, entraînant des changements profonds. Si nous mettons la pensée de Walter Benjamin à l'épreuve, non plus de l'œuvre d'art, mais des archives, survient une série de questionnements d'une contemporanéité éclatante.
Les archives ont toujours été reproductibles, mais leur reproduction technologique semble s'apparenter à quelque chose de nouveau et de différent. Parmi les deux manifestations majeures que W. Benjamin distingue, nous les remarquons aussi avec les archives. La reproduction de toute forme de documents à l'aide de mécanismes techniques modernes comme la numérisation affecte profondément l'authenticité du document original, et le processus de reproduction technique lui-même pour sa transmission comme les plateformes en ligne ou les sites Internet. La reproduction technique produit souvent des copies du document qui survivent au document original et rendent la durée de vie physique du document réel insignifiante. Nous sommes face à une modélisation, à une activité de détournement, pour employer la notion d'Erving Goffman et donc à une dévaluation du hic et du nunc des documents par la reproduction technique, qualifiée pour W. Benjamin de déclin de l'aura. Les archives sont marquées par la tradition, l'héritage, la permanence et l'unicité qui contribuent à la constitution de leur aura. Toute l'authenticité des archives trouve son origine dans des pratiques rituelles, étant d'une certaine façon affranchie dès lors que survient une reproduction technique. De ce fait, les micro-mobilisations collectives, ces performances jouées et capturées par les caméras des journalistes, sont répliquées sur plusieurs écrans, ce qui conduit à la dissolution de leur aura. Nous pourrions transposer la distinction de Benjamin Walter entre l'amateur d'art, au chercheur et le public de masse, au spectateur passif. Le premier se livre à un travail d'observation afin d'en apprécier la valeur esthétique innée, alors que le second ne s'adonne qu'à une forme de divertissement. Le concept de dissolution de l'aura est particulièrement pertinent pour le matériel numérique. En effet, les archives qui proviennent de plateformes numériques sont intrinsèquement reproductibles sur divers supports. La distinction entre des archives originales et leurs copies n'est plus réalisable. Chaque fois qu'un document sera visualisé sur un appareil, un téléphone, une tablette, un ordinateur, il sera simultanément l'original et la réplique. L'impossibilité de jeter un regard rétrospectif sur un original rend ces documents presque dépourvus de passé et les enracine dans le présent. En étant regardés à de nombreuses reprises sur des supports numériques, ces documents ne peuvent que se tourner vers l'avenir. Le mode de production des archives offre des possibilités de modification et d'amélioration. Les archives sur une plateforme numérique peuvent être modifiées à tout moment. Elles sont donc dans un état de mutabilité perpétuelle et caractérisées par une éternelle instabilité. En prenant l'exemple des films, W. Benjamin identifie leur potentiel politique dans le contexte où ils seraient vus collectivement par la masse dans une salle de cinéma. Il affirme qu'au sein de cette dernière, la réaction du spectateur individuel est régulée par le type de réception généré par la masse. Il établit un contraste entre un film et une peinture à cet égard, en affirmant que la peinture est largement conçue pour être vue par une seule ou quelques personnes. Mais une telle distinction entre ces modes de visionnement est aujourd'hui caduque en raison des innovations techniques modernes. Néanmoins, elle soulève un certain nombre de questionnements quant à l'expérience des spectateurs. L'exemple d'archives audiovisuelles issues de productions télévisuelles est en ce sens pertinent. Si nous nous accordons à dire que leur visionnage, en tant qu'archive, leur confère une perte de leur expérience et de leur aura originelle, nous ne pourrions faire abstraction que celle-là, inéluctablement, se manifeste sous une nouvelle forme. Dans le cadre d'un processus évolutif, la mémoire individuelle est régulée par la mémoire collective, qui est aussi un souvenir individuel partagé par une communauté. La mémoire collective s'inscrit comme fondatrice des identités collectives. Vivante, elle se transforme et évolue en fonction des attentes contemporaines. Instrumentalisée, il convient d'identifier la manière dont elle est utilisée. Pour Maurice Halbwachs, la mémoire dite historique est une mémoire empruntée qui ne fait pas partie de l'individu, mais qui fait office de symbole marquant inéluctablement une société à la différence d'une mémoire dite autobiographique qui appartient pleinement à l'individu. Cette mémoire historique est souvent trop réduite à des séries de dates ou des listes de faits historiques. Arbitraire, elle évolue en fonction de son cadre et de son temps. Elle ne peut s'assimiler à une mémoire collective qui est multiple et interne à chaque groupe puisqu'elle se pense au singulier et ne prend pas en compte les spécificités. Un risque peut se présenter si les archives audiovisuelles commencent à être considérées comme une mémoire du passé.
Un ensemble de documents devient archive grâce à un processus de construction en rapport avec le temps présent. Un acte politique donc, qui s'inscrit au sein d'un besoin de représentation et d'enjeux actuels. Nous voyons l'emprise d'un devoir de mémoire qui s'inscrit comme la trace d'une crise culturelle. Adage moderne, on ne conserve plus parce que c'est important mais c'est parce que l'on conserve que c'est important. Ou plutôt qu'on lui permet de le devenir. Hug 2009 page 121. Dans une relation asymétrique, l'information médiatique garde pour objectif de sélectionner et de construire son événement, en fonction de son potentiel d'actualité, de socialité et d'imprévisibilité. La construction médiatique est similaire au processus et mécanisme de la religion. Les médias, instruments privilégiés de l'instauration du lien social, se retrouvent en position parallèle, en position de miroir, face à la religion. Ils demeurent capables non pas de diffuser, mais de mimer, et parfois, plus ambitieusement de reproduire, certains phénomènes religieux. Néanmoins, si nous nous accordons à dire que le Corsica sera de la chaîne télévisée France 3 via Stella par exemple, s'inscrit pour l'insulaire comme un instrument privilégié de l'instauration du lien social, nous ne pourrions que nuancer cette conception quand il s'agit du visionnement d'un autre journal télévisé réalisé de l'extérieur. Il est important de situer notre échelle, car nous pouvons vite nous laisser porter par une vision transmissive de la communication. La culture d'une société est faite de tout ce qu'il faut savoir ou croire pour se conduire d'une manière acceptable pour les membres de cette société, et ce dans tout rôle qu'ils accepteraient pour chacun des leurs. Dès lors, les médias constituent dans cette situation une forme d'intégration sociale. Et là, nul besoin de mode d'emploi, l'implicite est entier. Cela nous amène alors à reconsidérer cet implicite, à le déconstruire afin de mieux comprendre les processus et mécanismes de construction régissant les performances des acteurs face caméra, leur traitement médiatique par des chaînes télévisées nationales et inéluctablement le public auprès de qui le médium s'engage à respecter les attentes, telles qu'il les a lui-même constituées. Ainsi, ces éléments ne doivent pas être pensés indépendamment les uns des autres, ils se déploient en triptyque dans une force interrelationnelle. L'observation de ces documents n'impose donc pas d'être avec nos sens nus face à l'objet. Cette posture ordonne le détachement au rôle au service d'un autre, crée un degré de restriction et laisse deviner un nouveau regard. Si l'écriture permet d'opérer un déplacement, elle forme aussi le lien entre nos deux postures. En adoptant une utilisation complémentaire des approches éthiques et émiques, il s'agit de saisir le point de vue de l'acteur, ses rapports avec la vie, de comprendre sa vision du monde, tout en travaillant par un jeu d'échelle entre microstructures interactionnelles et macrostructures sociales. Toutefois, la causalité est ici écartée par la capacité et la possibilité des individus à se distancier de l'ordre de leurs interactions. Notre intérêt pour cette perspective réside dans la possibilité d'étudier le phénomène de mobilisation collective par les micro-mobilisations collectives qui la composent, où le lien entre micro et macro correspond à concevoir la communication comme une performance de la culture. De nombreuses règles de conduite, formelles et informelles, implicites et explicites, seront convoquées. Tous performeront et réaffirmeront diverses valeurs sociales. Une micro-mobilisation collective est un entrelacement d'interactions qui forment une performance de la culture. Les règles et les normes de la vie quotidienne sont déployées, renforcées, amplifiées. Elles puisent dans ce qu'il y a de familier chez l'acteur pour l'ordonner comme modèle, du cycle de la vie et de la naissance à celui de la mort et du deuil. Elle permet à l'acteur de se connecter aux autres dans des espaces et temps délimités, où chacun est engagé à participer à la mise en scène élaborée par l'autre. On rejoint alors le jeu profond de Segertz faisant comme si, en sachant que cette simulation vraie exercera une action symbolique. Copyright Gérard Koch. Introduction. Penser les mobilisations. La Corse, entre espace frontalier et lieu de passage, est le témoin perpétuel d'un processus de transformation. Vacillant entre le global et le local, elle subit les changements singuliers produits par les effets d'une modernité et se confronte à la tentative de sauvegarder sa spécificité. Elle semble avoir à travers le temps été saisie comme l'interstice idéal dans l'art de la stratégie. Entourée par 2 continents, ses ports la relient au reste du monde et elle offre par ses montagnes la possibilité du rempli et de l'errance. À l'instar de la Sardaigne,
Elle présente une situation stratégique au cœur d'une Méditerranée, en se plaçant au centre du bassin occidental de la mer du Milieu, et suscite des enjeux de convoitise bien au-delà des pays qui l'abordent. Dès le VIe siècle, elle est un espace stratégique dans le jeu tactique de la Méditerranée occidentale et devient le centre de gravité du premier affrontement opposant Rome et Carthage. Sous la tutelle d'Eugène pendant plusieurs siècles, une révolte éclate sur l'île de 1729 à 1730, dont la défaite contraint les meneurs à l'exil. Pasquale Paoli est élu le 14 juillet 1755 en tant que général di Nazione Corsa. Mais la signature du traité de Versailles le 15 mai 1768 conduit la Corse à être envahie par les troupes du roi de France. La première campagne du général Paoli, de l'été à l'automne 1768, débute en étant marquée d'une victoire le 5 octobre à Borgo obligeant l'ennemi à reculer. La deuxième se déroule d'avril à juin 1769 avec la bataille décisive et tragique à Ponte Novo, le 9 mai. Les combats perdurent jusqu'au 13 juin 1769. Pasquale Paoli est contraint à l'exil et gagne l'Angleterre. Toutes les civilisations, toutes les dominations venues d'Orient ou d'Occident paraissent s'y être succédées. Depuis les Tauréens du second millénaire qui y ont dressé les mégalithes de Filitosa, la Corse a vu ainsi débarquer tour à tour Ibères et Ligures, Carthaginois et Romains, Byzantins et Sarrasins, Pisans et Génois avant d'être rattachés à la France. Au XXe siècle, les deux guerres mondiales provoquent l'effondrement de l'agriculture et de la société traditionnelle. En même temps, l'île se dépeuple face à un manque de perspective pour la jeunesse et commence à entamer une période de profonde mutation. En étant le théâtre de mobilisation, elle est appréhendée comme une fenêtre ouverte sur la culture. Et les fonds de l'Institut national de l'audiovisuel permettent autant de révéler les éléments pouvant composer cet interstice foisonnant de petits comportements, que de décomposer les strates d'une histoire créée et mythifiée. L'île devient l'abri de cycles qui ne cessent de répéter, rythmés de moments de communitas au sein de phases de liminalité parfois si étendues et écrasantes que les turning points marquent intensément l'espace-temps. Penser la Corse comme un espace qui n'existe que parce qu'on l'occupe et parce qu'il nous occupe, n'est possible qu'à travers une mise à distance des processus en cours. Véritable métaphore du système social, ils sont l'origine de comportements, de conduites et de ritualisation. L'histoire contemporaine de la Corse est bouleversée par des mutations politiques, sociales, culturelles et environnementales. Face aux transformations qu'elle connaît, cette montagne... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.